Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Vous êtes directeur général de BSB Burgundy School of Business, le nouveau nom de l'ESC Dijon, et vous avez accepté de venir sur ce plateau pour réagir à quelques conclusions de la dernière étude Xerfi sur les écoles de commerce. Alors il y a beaucoup de choses dans cette étude. Il est notamment question des pressions accrues sur les budgets, et pour y faire face, il y a un nouveau statut qui a été créé, c'est le statut EESC. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire ce statut? Vous le ferez mieux que moi. Alors EESC veut dire établissement d'enseignement supérieur consulaire. Ça veut dire que c'est d'origine consulaire, les chambres de commerce. Mais il y a un terme qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible que EESC, il est moins juridique mais plus lisible, c'est le terme de société anonyme à objet éducatif, SAOE. Vous avez aimé les sociétés anonymes à objet sportif, qui ont permis l'émergence des clubs de football professionnels, eh bien c'est un peu l'équivalent dans le domaine de l'éducation. Comment ça se caractérise? C'est une société anonyme, mais qui a des dimensions dérogatoires par rapport aux droits des sociétés traditionnelles. Première dimension dérogatoire, on ne peut pas verser de dividendes, donc on ne peut pas enrichir un actionnaire. S'il y a des profits, ces profits sont nécessairement réinvestis dans la société anonyme pour le développement pédagogique, pour le développement de cette structure. Deuxième dimension, les chambres de commerce doivent, avec n'importe quel montage juridique, peu importe, rester majoritaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actionnaires minoritaires qui n'ont pas de minorité de blocage. Il peut y avoir des actionnaires privés, il peut y avoir des investisseurs, pourquoi pas des fonds de pension demain. Mais dans tous les cas de figure, le monde consulaire, en tout cas à ce stade, reste majoritaire. La contrepartie de ces dimensions-là, qui sont un peu bridantes, entre guillemets, pour une société anonyme, c'est le fait que ces EESC ne sont pas fiscalisés. Elles ne payent pas l'impôt sur les sociétés et les taxes afférentes. C'est un nouveau statut juridique. Malgré tout, de sociétés anonymes, c'est ça qui est important. Il concerne peu d'écoles aujourd'hui, mais dont la vôtre. Alors à ce jour, il concerne dans les grandes écoles de management, il y a quelques autres écoles consulaires qui y sont passées, mais dans les grandes écoles de management, il y a 4 écoles qui sont passées à ce statut depuis début 2016. Il y a HEC, avec transfert d'une partie du patrimoine, puisque c'est une autre dimension importante, c'est le transfert du patrimoine immobilier qui est possible ou pas. HEC, Grenoble École de Management, Toulouse Business School, et donc Burgundy School of Business, qui est passé en novembre 2016 avec le transfert de son patrimoine immobilier. Et il y en a d'autres qui visiblement sont sur les rails. Il y en a d'autres. On peut dire qu'avec ce statut, les écoles de commerce se rapprochent d'un mode de fonctionnement d'une entreprise, finalement, tout simplement. Alors, en termes en particulier, on va utiliser des termes un peu comptables, de haut de bilan, oui particulièrement. Ça veut dire que le fait de devenir une société anonyme, ça permet d'aller lever des fonds à travers des augmentations de capital, ça permet à travers le transfert du patrimoine immobilier d'avoir également d'autres sources de fonds propres, et donc ça permet de renforcer le haut de bilan des entreprises en ayant des fonds propres conséquents. Qui dit fonds propres conséquents dit qu'il faut que ces fonds propres soient investis, et soient investis de manière pertinente, rentable entre guillemets, même s'il n'y a pas de distribution de dividendes, et contribue au développement de l'entreprise en générant des activités qui produiront les résultats futurs de l'école. Alors justement, qui peut être intéressé pour investir dans une école de commerce? Qu'est-ce qu'ils vont y rechercher? Vous avez fait parallèle avec des clubs de foot. On sait aujourd'hui que les investisseurs pour les clubs de foot, c'est avant tout un investissement prestige, de plaisir, on va dire. Ça, les actionnaires qui ont investi dans l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas gagné beaucoup, c'est clair, ils en savent quelque chose. Qui peut être intéressé? Au premier rang, évidemment, les chambres de commerce, qui d'un seul coup voient leur structure peut-être les quitter au sens opérationnel du terme, mais devenir des organisations avec une capacité de développement, d'investissement d'autant plus forte, et donc elles deviennent des actionnaires de référence de ces structures-là et leur donnent les moyens de se développer. Deuxième type d'opérateurs qui peuvent être intégrés, des opérateurs du territoire. La loi prévoit explicitement que les régions, les conseils régionaux, éventuellement les communautés urbaines, les agglomérations, puissent être actionnaires de ces structures-là. C'est prévu explicitement par la loi. Mais ça peut être aussi des investisseurs privés. Pour vous donner un exemple, dans le cadre de BSB, on va accueillir 2 banques. Ce sont 2 banques qui ne viennent pas là pour gagner de l'argent. En termes de dividendes, elles ne toucheront pas de dividendes. Mais ce sont des banques mutualistes attachées au développement du territoire. Et une grande école de management, c'est un outil fondamental de rayonnement d'un territoire. Et donc de soutenir la grande école de management du territoire, c'est un moyen de contribuer à son développement, d'enrichir le territoire et donc de permettre à une banque de se développer. Ça peut être des investisseurs privés. Ça peut être des investisseurs privés particuliers, dirigeants d'entreprise. C'est le cas aussi à BSB. C'est le cas dans d'autres structures, en tout cas, c'est en discussion. Ça peut être des entreprises du territoire intéressées au développement. Et puis peut-être demain, effectivement, des fonds d'investissement, non pas sur les dividendes, puisqu'ils ne toucheront pas de dividendes, mais sur l'appréciation du capital, si tant est qu'il y a un marché
une liquidité des titres. Alors, au sujet de cette question de l'investissement, je voudrais vous faire partager une autre conclusion des experts Xerfi. Les opérations menées par les fonds d'investissement risquent de se raréfier puisque les cibles de rachat sont devenues moins nombreuses et moins attractives et les dernières cibles ont été chèrement acquises. Alors, où vont se diriger les investissements maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion? Alors, d'abord, cette analyse, elle était antérieure à la création des EESC. D'accord. Effectivement, cette analyse, elle avait parfaitement son sens sur les opérateurs privés qui pouvaient bénéficier de ces fonds d'investissement, mais c'était avant qu'un certain nombre d'écoles consulaires, qui n'étaient donc pas dans ce spectre-là, deviennent, à travers les EESC, susceptibles de bénéficier de levées de fonds, d'ouverture de capital. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que cette ouverture va favoriser l'arrivée de nouveaux actionnaires parce qu'il y a également un marché derrière, un marché du côté des entreprises à acheter, mais il y a également une croissance très forte du côté des écoles. Alors, je sais qu'on discute beaucoup de l'augmentation des droits de scolarité. Est-ce qu'il y a encore une élasticité sur les droits de scolarité? Objectivement, je le pense. Mais surtout, il y a une croissance démographique dans les prochaines années qui font qu'on va voir arriver de l'ordre de mémoire 300 000 jeunes supplémentaires à base équivalente par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent, 300 000 au cours des 10 années qui viennent. Ça veut dire qu'il y a une croissance naturelle du marché de l'enseignement supérieur en France pour une bonne part publique, mais également une partie privée, on va dire concurrentielle et avec des droits de scolarité, qui va être importante. Et on est l'un des rares secteurs où, grâce à la démographie, on a une visibilité forte sur l'évolution du marché dans les années qui viennent. C'est assez extraordinaire de savoir qu'il va y avoir 300 000 jeunes qui vont arriver sur les 10 ans qui viennent. Donc un investisseur peut se dire, là, il y a effectivement des possibilités de voir des marchés croître et donc de la rentabilité. Cette rentabilité, soit elle se fait sous forme de dividendes, ce n'est pas possible dans les EESC, c'est possible dans d'autres structures, on l'a vu avec des écoles privées, mais cette rentabilité, elle peut aussi se faire par le fait de mettre de l'argent dans un EESC, de permettre à cette EESC se développer, et s'il y a un marché avec une liquidité, eh bien de revendre ses parts avec une plus-value, parce qu'entre-temps, l'école en question se sera appréciée en termes de valeur. Je pense que c'est le pari que vont faire un certain nombre d'investisseurs. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Boursieux pour cet éclairage sur ce nouveau statut EESC. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une deuxième interview pour parler des conséquences de ce statut sur les personnes qui sont directement concernées. Je veux parler des étudiants. Merci beaucoup. Merci.